Mesdames et messieurs, bonjour. Que publiez-vous concrètement comme information sur les réseaux sociaux et sur Internet? Au Bénin, il existe une législation qui réglemente les publications d'informations de toute nature et réprime les dérives y afférentes. Et en la matière, la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin est généralement perçue comme un texte qui asphyxierait la liberté d'expression et surtout en ligne. Alors, qu'en est-il concrètement? On en parle dans cette émission avec comme invité Christian Parfait-Oyo. Bonjour. Bonjour, chers amis, et bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de radio et télévision Hémicycle. Merci de répondre présent à notre invitation. Vous avez bien fait de saluer nos amis téléspectateurs et auditeurs, puisque nous sommes suivis aussi sur la radio parlementaire du Bénin, mettant sur la 103.4. Avec vous, nous allons donc parler de la régulation de la liberté d'expression et surtout en ligne. J'ai évoqué tout à l'heure le texte qui est souvent pointé du doigt par les observateurs et analystes qui parfois trouvent que le texte est trop dur en la matière, mais avant d'y arriver, je souhaiterais même qu'on puisse savoir aussi le concept de la liberté d'expression. On sait que c'est un concept très populaire à travers le monde. On l'emploie un peu partout sur la planète, mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un concept qui est lié à ce qu'on appelle les droits de l'homme. Donc, c'est un concept mondial. Et comme c'est lié à l'homme, à l'individu, évidemment, son interprétation pose problème autant qu'on est sous le soleil ou sous le cocotier. Et donc, les pays ont compris qu'il fallait des réglementations en la matière. Dans le cas du Bénin, la réglementation de la liberté d'expression en ligne au Bénin devient un enjeu. Et il fallait trouver l'équilibre entre la liberté et la régulation. C'est ce qu'a consacré le Code du numérique. La régulation de la liberté d'expression en ligne est un sujet d'actualité, c'est un sujet mondial, c'est un sujet qui concerne tous les pays. Il s'agit de trouver un équilibre entre la protection des droits, donc j'ai des droits, mes droits fondamentaux, mais aussi de lutter contre la haine, les fausses informations et autres contenus illicites. L'exercice de ce matin, c'est comment nous allons trouver l'équilibre et quel a été le comportement du législateur béninois en la matière. Justement. Nous avons des droits, mais il y a aussi, et personne ne le niera, des contenus illicites. Il y a des fake news, il y a de la calomnie, il y a la haine. Qu'est-ce qu'on fait? C'est dans le Code du numérique, qui a été la loi qui a été votée en 2018, que le législateur a dit « Je vais contrôler à travers ce code mon espace numérique. Je vais punir avec la dernière rigueur ceux qui enfreignent aux libertés des autres, mais en même temps, je vais protéger les droits fondamentaux. » Alors justement, lorsque le code c'est justement à ce niveau que se posent les vrais problèmes. Lutter contre les cybercrimes, on le fait comment? De notre code sont critiqués par certains acteurs. Sont critiqués, et à tort ou à raison, selon qu'eux. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous faisons pour trouver l'équilibre entre les deux. Justement, lorsque le code dit tout ça, c'est sûr qu'il déblaye aussi le terrain en termes de compréhension du concept. La liberté d'expression, lorsqu'on voit aussi le mot liberté, parfois on se braque et on s'ouvre aussi l'esprit à un niveau donné. Mais on se rappelle aussi ce grand philosophe qui dit que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Alors, comment est-ce que notre loi, le code du numérique, reconnaît et appréhende le concept de la liberté d'expression? Alors, la liberté d'expression au Bénin est un principe, et dans notre code et dans tous les textes de la République, y compris à commencer par la Constitution, est un droit acquis, réservé, protégé et maintenant régulé. Donc, il n'y a pas d'amalgame sur cela. Seulement que dans le code, parce que nous parlons de la liberté liée à ce qui se fait en ligne. Sinon, la liberté est connue.
vous n'allez pas, au nom de la liberté, insulter l'autre en public. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie courante, vous savez que c'est interdit. Vous savez, et tout le monde sait que la calomnie est interdite, le mensonge est interdit, et le code le punit déjà. Ce que le code numérique a fait, c'est de digitaliser, c'est de dématérialiser cette disposition qui existe déjà dans notre vie en commun qui se retrouve maintenant sur le numérique. Et par rapport à ça, on a corsé la loi en la matière, le Bénin, je veux dire, en la matière, parce que justement, le côté viral de l'Internet et de toutes les plateformes a un effet dévastateur, et surtout la rapidité avec laquelle l'information circule fait qu'aujourd'hui, il faut protéger et la personne et la liberté. Ce qui est reproché au code du numérique, entre autres, c'est ils estiment que la répression de fausses nouvelles est un peu abusive. Mais diantre, quelle est l'idée de reprendre de fausses nouvelles? C'est ça la vraie question. On reprend de fausses nouvelles. Ça peut être fait à dessein. Justement, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est la notion de responsabilité. Vous êtes libre, mais soyez responsable de vos actes. Il y a aussi la surveillance des communications électroniques. On estime que le code autorise, sous certaines conditions, la surveillance des communications électroniques qui soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée. Mais c'est réglementé. Cette surveillance-là qu'on reproche au code est réglementée. Par exemple, vous ne pouvez pas non plus rentrer dans la vie privée des gens parce que vous avez les outils. Voilà les choses sur lesquelles notre code a été rigoureux pour protéger et pour nous préparer à l'avènement de l'ère du numérique. En fait, tout ce qui se faisait en 2018, c'est parce qu'en filigrane, nous voulons ramener toute notre administration en ligne. Toutes nos données, y compris nos données à caractère personnel. La question de dématérialisation. Voulait venir. Nous étions dans un contexte où, aujourd'hui, tout ce qui est commun au pays devient dématérialisé. Mais si on transpose nos tares et que nos données difficilement rattrapables sur des plateformes qui sont des plateformes mondialisées, si on ne met pas la rigueur, on risque d'étaler toutes nos tares sur le plan mondial. Tous les autres aussi ont leurs tares. C'est comme ça que les pays sérieux, ceux que nous estimons qui sont les champions du respect des libertés, utilisent cela. Ce qu'on peut reprocher à ce code, qui n'est pas un reproche, c'est parce que nous avions connu dans le passé de libertinage. Et comme les outils de ce libertinage ne sont pas des outils à effet viral, on s'est dit que c'est comme ça qu'on peut insulter l'autre. Que ce n'était pas grave. Ce n'était pas grave. Mais maintenant, insulter une personne en ligne, c'est parler à un Chinois. C'est parler à un Américain, c'est parler à un Indien. Ça va partout. Ça va partout parce que les outils sont tels que même dans votre langue, lui, il est capable de traduire et de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et tant qu'on ne va pas intégrer cette notion, nous allons rester stricto sensu dans la liberté, dans la notion de liberté. Et une fois encore, la liberté s'arrête lorsque commence celle des autres. Alors justement, vous avez évoqué le code du numérique qui voit la liberté d'expression à sa façon, mais en termes de liberté d'expression, il y a aussi la liberté d'expression dans les médias. Ça, c'est une parenthèse que je souhaiterais qu'on ouvre pour pouvoir bien appréhender aussi ce pourquoi nous sommes là. En fait, il y a aussi la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication qui régit toute activité médiatique. Et parfois, certains appréhendent le code du numérique comme étant une loi qui régirait aussi les activités médiatiques. Est-ce que vous faites un parallélisme entre ces deux textes de loi-là pour pouvoir nous aider à faire une clarification? Oui, ce sujet au moment du vote du code, je me souviens bien, je m'en souviens comme hier,
que ça a été posé comme problème, puisque dans la loi sur la liberté de presse, la liberté d'intervenir au niveau des médias, existait avant le code du numérique. Tout à fait. Au moment de la rédaction, on a tenu compte de toutes les dispositions de cette loi-là. À la différence que, au moment où on prenait cette loi-là, il n'y avait pas l'utilisation abusive, l'utilisation exponentielle de Internet. Et donc, les spécialistes des médias, certains, ne connaissaient même pas Internet. Ils n'avaient même pas de téléphone Android au moment où on faisait cette loi. Maintenant, ils utilisent leur métier avec de nouveaux outils qui ont des exigences technologiques, mais aussi des exigences en matière de rapidité. Et c'est justement ce que je disais à l'entame, l'équilibre délicat entre cette évolution technologique à laquelle nous souscrivions, que nous refusions ou pas, nous devons boire la science en matière technologique et en même temps conserver les libertés. Qu'est-ce qui s'est passé? La loi a été un peu dure pour les spécialistes, toujours selon leur entendement. Absolument. Selon leur entendement, je le leur concède. Certains sont de bonne foi, d'autres peut-être pas. Mais je leur concède cela. Ils estiment que c'est dur. Mais pourquoi c'est dur? Parce que déjà, pour être professionnel des médias, vous connaissez a priori la déontologie. Vous êtes déjà informé. Mais vous savez qu'on ne fait pas ça. Vous savez qu'on ne diffuse pas de fausses informations. Vous savez que vous avez des secrets. Vous savez que vous ne faites pas la calomnie. Vous le savez déjà avant Internet, avant les publications en ligne. Et on dit, en vertu de ça, parce que vous êtes sachant, vous avez appris la déontologie, si vous utilisez un outil plus tranchant, on vous sanctionne de manière plus tranchante. Mais c'est ce que la loi dit. C'est ce que j'ai compris. Moi, j'estime que ceux qui devaient avoir le bon comportement, pour moi, avec ce code-là, celui qu'on devait pincer, et le dernier qu'on ne devait jamais pincer au Bénin, c'est un professionnel des libertés. Puisque lui, il a appris le métier. Mais aujourd'hui, on a en main quelqu'un qui diffuse une information, qui fait presque du journalisme, qui fait la vidéo, qui fait tout ce qu'il veut, sans en avoir la moindre information de la déontologie, de l'éthique. Là, vous parlez des TikTokers, des web-activistes, des YouTubers. Tout ce monde-là fait ce qu'il veut, mais la loi les rappelle. Mais vous êtes des professionnels. Vous connaissez déjà ce qui est interdit, avec ou sans Internet. Mais je crois que c'est ce que la loi a fait. Maintenant, ils se disent ils sont aussi des consommateurs simples. Mais on regarde si ce consommateur n'est pas un initié. Si c'est un initié, en droit commun, on appelle ça délit d'initié. Vous savez que c'est interdit, vous le faites. Vous savez que voilà un peu l'interprétation du législateur. Maintenant, ça peut toujours se discuter. Et ça peut, les solutions peuvent être des solutions de formation, des solutions de... après, il y a la loi et puis il y a quand même des juges. C'est ça, justement. Les juges savent réguler, ils savent trouver les situations atténuantes. Et il y a les avocats aussi qui peuvent plaider pour le cas. Mais je crois qu'à côté de tout ça, il y a ce qu'on appelle la politique pénale. Lorsqu'on a vu que dans l'environnement, que certaines pratiques ont la peau dure, la politique pénale demande qu'on sanctionne un peu. Je crois que c'est des situations passagères qui, à un certain moment, va retrouver une génération qui n'aurait connu que le code du numérique et ne serait plus inquiétée par par ce code-là. Justement. Et comme j'avais annoncé, pour fermer cette parenthèse, il faut aussi dire que les juridictions que vous avez évoquées, justement, les juges savent faire la différence aussi. Lorsque vous êtes journaliste, le code de l'information que j'ai évoqué ne reconnaît votre statut de journaliste que lorsque vous détenez la carte de presse délivrée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et donc, en cette vertu, vous êtes traité avec le code de l'information. Et lorsque vous n'avez pas de carte de presse, vous n'êtes pas journaliste.
journaliste. Et si vous publiez en ligne, par exemple, c'est le code du numérique. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les dispositions qui sont contenues dans le code du numérique et qui encadrent la liberté d'expression, les questions de publication de fausses nouvelles, les questions de diffamation, de calomnie, est-ce que ces paramètres-là vous semblent durs? Est-ce que c'est dur, en se fondant sur tout ça, de dire que le code du numérique est une loi vraiment trop répressive? Le code du numérique n'est pas répressive, elle est pédagogique. Elle est purement pédagogique et elle prépare le Bénin à l'ère du numérique et à l'ère de l'intelligence artificielle. Et c'est justement cette vision prospective et futuriste qu'il faut avoir de notre pays. Il ne faut pas voir midi à sa porte tout de suite. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on devient lorsque on prend ta voix à toi, ton image à toi, et qu'on, avec des outils, fasse dire tout ce qui est totalement faux et qui détruit ta vie pour des générations. Au nom de la liberté de l'autre, toute ta famille, y compris ceux qui ne sont pas nés, sont détruits. Et c'est ça qu'on est en train d'anticiper, en fait. Que ceux qui sont nos contemporains en souffrent aujourd'hui, pour que désormais, demain, personne ne soit victime de ça, ne fût-ce qu'au Bénin. C'est ça l'esprit qu'il faut garder. Et donc, qu'on utilise à maxima les potentialités qu'offre le numérique et l'intelligence artificielle. Que la jeunesse puisse dire, je peux en faire une profession. Que les nouveaux métiers, les professionnels des médias aujourd'hui, il y en a qui sont totalement orientés numériques. Ces gens-là, ils n'ont appris à l'école que le code du numérique. C'est ça. Je ne pense pas qu'ils aient des récriminations, puisqu'ils n'ont connu que ça. Donc, je crois qu'il y a une génération qui va en souffrir. Mais une autre va s'en habituer. Il va s'en habituer. Et les lois, au jour le jour, vont devenir plus dures pour protéger les droits fondamentaux, pour protéger les libertés et pour permettre aussi les expressions. Il y a des enjeux de régulation aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer. Si vous voulez protéger les droits fondamentaux, vous faites comment? Il est essentiel de respecter et de garantir la liberté des gens. Mais votre liberté, votre liberté, ça détruit la liberté de vis-à-vis tout de suite. C'est ça la question. L'État a le droit de protéger la liberté de deux personnes aux intérêts différents. Donc le respect de cette liberté-là devient un champ régalien. Ça, c'est un enjeu important. Lutter contre les discours de haine et les Facebook, on fait comment? Au nom de la liberté, on vous laisse dire les fake news, les infos, ou toute forme les fakes se construisent désormais avec des outils. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la responsabilité d'un État. C'est ça la responsabilité du législateur. Qu'est-ce que je fais pour protéger? J'ai commencé par dire la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression. Mais la lutte contre les discours, le discours de haine, c'est quoi? Si je lutte contre le discours de haine, ce n'est pas protéger les droits fondamentaux de l'autre. Vous voyez un peu, le serpent se mord par la queue. Et on dit, au nom de la liberté, laissez-moi faire le discours de haine. Laissez-moi faire des fake news. Ah non, vous êtes trop rigoureux. Mais je dis, au nom de la protection de ta liberté, je n'accepte pas que je protège ta vie privée. Et ta vie privée, toi, tu ne veux pas prendre la vie privée de l'autre pour l'exposer sur les réseaux sociaux. C'est un peu un serpent de mer, en fait. Au nom du développement économique, il y a des enjeux. Aujourd'hui, si je ne suis pas en confiance, si je ne sais pas que vous êtes dans un pays où on respecte les tests, et que ces gens-là ont peur des tests, et que désormais, si je fais la calomnie, si je fais de la manipulation, si je fais du cybercrime, si je fais tout ça, dans ce pays, quand je vais investir mes milliards, je suis sûr que la législation va me protéger.
Et justement, cet enjeu-là, il n'est pas visible. Il n'est pas visible pour le pays. Mais c'est avec ça que nous créons ce qu'on appelle la confiance. C'est avec ça que des gens sont capables de dire « je peux investir dans ce pays, je peux leur faire un prêt à bon taux parce qu'il n'y a pas de risque d'escroquerie dans ce pays ». Et donc ces informations diffusées aujourd'hui sont des enjeux pour nos pays et donc nous devons savoir raison garder par rapport à nos libertés. Vous avez évoqué, on va dire, une panoplie de types d'infractions que l'on commet en ligne, et justement au nom de la liberté d'expression. Mais comment est-ce que le code du numérique réagit ou permet aux juges de réagir par rapport à ces différentes pratiques? Lorsque par exemple quelqu'un, au nom de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui devient un outil presque incontournable, fabrique des informations, peut-être prend notre visage, vous ou mon visage, et nous fait dire ce que nous n'avons pas dit, comment est-ce que le code du numérique, on va dire, réagit par rapport à ça? Alors, le code a prévu des situations globales, mais le Bénin numérique est sécurisé. Nous avons des outils aujourd'hui, et pas des moindres, pour démasquer le faux du vrai. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Et justement, c'est le rôle que joue la Commission nationale des investigations numériques. Les gens ne savent pas ce qui se passe. En réalité, l'espace numérique béninois, toute proportion gardée, est sécurisé. Est sous contrôle. Est sous contrôle. Et donc, sans aller plus loin, je dis, mieux vaut respecter le code. Les amis et les jeunes, laissez cette affaire de Gaiman. Laissez la calomnie, laissez la diffamation. Soyez des hommes justes. Parfois, est-ce qu'on ne peut pas publier des informations que l'on croit vraies alors qu'elles sont fausses? À ce moment-là, comment est-ce que ça se passe? Alors, à ce moment-là, il faut montrer la bonne foi. Vous dites, je me suis trompé, et vous annulez. Sur les plateformes, je suis administrateur, l'information circule, je vérifie, et il suffit de dire, l'information telle que c'est faite est une information fausse. En son temps, même lorsqu'il y a abus, le juge sait apprécier, il y a quand même la notion de bonne foi. Mais c'est s'ingénier dans la destruction, dans le faux, soutenir le faux. C'est ça qui est punir pour éviter que cela ne fasse tache d'huile ailleurs. Donc le législateur, les juges ont des outils techniques en amont d'investigation. Nous avons des outils au Bénin. Quand vous prenez un numéro aujourd'hui, on peut les tracer. Ce n'est pas anodin. Lorsqu'on vous dit que vous devez faire patte blanche, vous devez vous enregistrer. Il y a 10 ans, chacun peut prendre des numéros et faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est difficile. Et lorsque vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, lorsque vous voyez la combinaison avec l'ANIP, l'identification des personnes, lorsque vous voyez ce qu'on appelle IFU, c'est tout un mécanisme, c'est toute une chaîne. Personne n'est isolé dans le pays. Mais ce qui est important, c'est que l'État est garant des droits fondamentaux. Personne n'est inquiété lorsqu'il est dans la droite ligne. C'est ce qu'il faut garder. Mais ceux qui veulent pécher en eau trouble, je vous en prie, ça ne durera que le temps de l'investigation. Je sais de quoi je parle. Ça ne durera que le temps de l'investigation. Certains dossiers sortent, les gens disent que c'est des montages. Les preuves aujourd'hui sont claires, nettes et précises. Le Code du numérique, en son article 577, dit que toute preuve, désormais, tout ce qui est numérique, tout ce qui est digitalisé, est considéré comme une preuve devant la loi. Et à partir de cet instant, on peut, à partir de votre téléphone, à partir des plateformes, on peut vous compromettre. Et les outils aujourd'hui sont maîtrisés. Le Bénin est encadré. Nous ne sommes pas encore au top des tops, mais nous ne sommes pas les derniers de la classe. C'est ça. Et j'aimerais que les jeunes le sachent et qu'ils ne pensent pas que sur leur téléphone, ils sont isolés. Ils sont bel et bien protégés. J'ai failli dire le mauvais mot. Ils sont bel et bien protégés et donc ils peuvent agir proprement, sainement, gagner leur vie à travers ces outils. Justement.
et réussir librement dans ce pays. À vous entendre et parfois aussi à parcourir les grandes lignes du code du numérique, certains estiment que alors c'est beaucoup trop de contraintes, il va falloir peut-être ne pas avoir de page Facebook, il va falloir peut-être s'abstenir de publier des informations. Est-ce que vous avez l'impression que c'est beaucoup trop de confinement pour des gens? Non, je n'ai pas ce sentiment. J'ai un sentiment que les gens doivent prendre le temps de s'adapter au nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme. On ne publie pas sur Facebook comme on publie dans un journal papier. On ne parle pas, on ne fait pas TikTok comme on parle dans une télévision. Il y a toute une déontologie, il y a tout un métier qui est créé, il y a toute une industrie qui est derrière. Je demande aux uns aux autres, quand ils veulent se lancer sur une plateforme, de prendre le temps de la formation et de respecter la législation du pays dans lequel ils sont. Tout ce que vous dites, on a coupé Donald Trump, ça vous dit quelque chose, ça nous dit quelque chose. À un certain moment, au nom des libertés, on a coupé TikTok à Donald Trump. On peut faire des débats là-dessus. Mais ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Donc, personne n'est au-dessus. Et ça n'a pas été fait au Bénin. Je vous en prie. Pour qu'on dise que c'est le code numérique du Bénin. Ça a été fait dans le pays qui est la référence pour nous tous. Et ça a été fait pour qui? Pas pour moi. Pour le chef de l'État. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que rien n'est au-dessus des droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux sont les mêmes pour tous. C'est ça, riches ou pauvres. Et c'est justement sur ça que nous devons nous évertuer à travailler. Et pour finir rapidement, vous avez aussi évoqué tout à l'heure les professionnels des médias. Aujourd'hui, il y a les médias en ligne. Il y a beaucoup de métiers qui se créent à travers les plateformes digitales. Lorsque je suis journaliste et que je voudrais quand même exercer ma profession, donc qui consiste à informer les gens, mais à travers les plateformes digitales, que dois-je faire? D'abord, connaître ce nouvel environnement. Et parce que vous êtes journaliste, le fondamental ne change pas. L'éthique et la déontologie. Ça ne change pas. Et sur la plateforme maintenant, les nouvelles règles de cette plateforme et les lois qui sont liées à cette plateforme, se former et tirer le maximum de profit en étant simplement humain juste. C'est tout. C'est ça. On ne nous demande pas de nuire à l'autre. On nous demande de donner l'information juste, vérifiable demain après demain. On ne nous dit pas de détruire l'autre. On nous dit d'informer, de sensibiliser et de former. C'est ça notre rôle sur les médias. Et nous-mêmes, en voulant nous exposer, faisons attention, n'exposons pas nos données à caractère personnel. Justement. Merci infiniment à vous, Christian Pafé-Oyo, expert en numérique. Merci d'être venu éclairer de votre lanterne l'opinion de nos téléspectateurs et auditeurs. On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Vous en savez certainement un peu plus sur les implications du code du numérique tel qu'en vigueur au Bénin. À vous donc d'en faire bon usage. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci.